Bonjour ou bonsoir à vous tous. Nous sommes le samedi 10 août 2019. Vous êtes dans le monde en 7. Merci d'être avec nous. Nous allons évoquer deux sujets. Nous parlerons exclusivement du Togo aujourd'hui. On va d'abord s'interroger sur cette nouvelle modification de la loi sur les manifestations entre montée du terrorisme et jouissance des libertés publiques. Quel choix les autorités, en tout cas, ont fait le leur. Nous évoquerons en seconde partie le rapport, les recommandations du comité contre la torture, recommandations rendues publiques hier. Eh bien, nous verrons qu'il y a des recommandations fermes, notamment sur la prison civile de Lomé. Nous parlons de ces sujets aujourd'hui avec Spiro Maoulé, président du collectif des associations contre l'impunité au Togo. Bonsoir Spiro Maoulé. Bonsoir Samuel. Et Komlan Sadio Hecho, analyste sociopolitique. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Nous commençons avec le premier sujet. L'Assemblée nationale togolaise a adopté mercredi soir une nouvelle loi qui restreint la liberté de manifester pour des raisons de sécurité. Les réunions ou les manifestations pacifiques sur la voie publique et dans les lieux publics ne peuvent plus se tenir qu'entre 11h et 18h du soir, souligne la nouvelle loi qui modifie un précédent texte datant de 2011. La loi restreint également sévèrement les lieux publics où peuvent être organisées des manifestations pour des raisons stratégiques, économiques et sécuritaires. Toutes les manifestations sont interdites sur certains axes et zones, notamment toutes les routes nationales, les axes et zones où se déroulent de fortes activités économiques, dans les centres urbains, les axes et zones proches des institutions de la République, les axes et zones proches des chancelleries et résidences des ambassadeurs et représentants d'organisations internationales, et les axes et zones proches des camps militaires et des camps de services de sécurité. Les organisations de la société civile sont vent debout contre ce test qu'elles qualifient de liberticide. Spiro Maoulé, vous avez réagi à cette nouvelle, à cette modification. D'abord, est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, il était important pour les autorités de faire une relecture de la loi du 16 mai 2011 ? Oui, absolument. Nous avions, nous-mêmes au niveau du CACIT, appelé à plusieurs reprises à la modification de la loi, mais pas pour les mêmes raisons. Oui. Pas pour les mêmes raisons parce que nous pensions déjà que les tests ne donnaient pas très d'ample compréhension sur un certain nombre de choses. C'est-à-dire que les tests donnaient une trop grande liberté de manœuvre aux autorités administratives au lieu de permettre que le test soit déclaratif, pour que ce test devienne plutôt une autorisation. Et ça, on trouvait déjà que ce n'était pas une bonne chose. Ensuite, il y avait un problème de recours. Le délai de recours n'était pas suffisant pour permettre à quelqu'un qui aurait introduit une demande de manifestation et à qui on l'aurait refusé, n'a pas suffisamment de temps pour faire les recours idoines pour corriger ça. Donc, c'est ça que nous, on voulait qu'on modifie. Et en fait, il y avait quelques éléments qui n'étaient pas très précis dedans. Notamment, qu'est-ce qu'on appelait exactement lieu public ou non-lieu. Parce qu'à un moment donné, les gens ont voulu même faire des conférences. Et on a dit non, vous ne pouvez même pas faire conférence dans une enceinte close. Et donc, ça posait un certain nombre d'incohérences. Et nous, on appelait à ce que plutôt ça soit clarifié pour permettre l'exercice de liberté. Parce qu'il faut toujours rappeler que la liberté de manifestation est une liberté fondamentale. C'est une liberté que les Nations Unies ont consacrée. Et le Togo l'ayant inscrit dans sa constitution, consacre également cette liberté-là. Alors, toute restriction réglementaire serait normalement anticonstitutionnelle, puisque c'est prévu dans la Constitution qu'il y a la liberté de manifestation. Maintenant, c'est vrai qu'on a ouvert un petit pan pour dire que on peut avoir des légères réglementations, mais maintenant, la réglementation devient la règle et la liberté devient l'exception. Là, franchement, il faut reconnaître que c'est contraire à l'état de droit, c'est contraire à la démocratie. Alors, comme là, Sadio, est-ce qu'il y a aussi à votre niveau une certaine inquiétude par rapport aux modifications introduites dans la loi ? Oui, je vais d'abord abonder aussi dans le sens de M. Spiro Maoulé, qui l'a reconnu d'ailleurs que la liberté de manifestation, c'est garanti et puis consacré par notre Constitution. Et c'est dans l'article 30, on le retrouve, où il est clairement dit que l'État garantit la liberté d'association et de manifestation, mais quand même dans les conditions prévues par la loi. Donc le législateur a bien quand même
voulu que ce ne soit pas une liberté, entre guillemets, absolue qui entraîne des dérives. Donc, il fallait que la loi puisse, comment dit-on, encadrer cela. C'est vrai qu'il a émis aussi des préoccupations qu'il a bien citées concernant les formes de restriction des manifestations auxquelles on assistait lorsque tel ou tel si voulait les exécuter. Maintenant, mais quand même, je peux dire que la loi, ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps, et que ce soit ici ou ailleurs. Les lois ont toujours évolué en fonction des réalités. Maintenant, dans le cas où on en est-ce que ce qui est prévu pour garantir les libertés, ça permet de les restreindre? Est-ce que l'État, il n'est pas partagé aussi entre garantir ces libertés et puis aussi la sécurité de l'espace public, et puis la sécurité, et puis la quiétude de ceux qui aussi ont le droit constitutionnel de ne pas manifester. Donc c'est tout ça qu'il faut voir aussi dans le fond de l'article. Alors, le ministre Paya Doa Boupessi, devant l'Assemblée nationale, a dit que cette nouvelle modification s'est imposée au gouvernement pour adapter les instruments juridiques au contexte nouveau marqué par des menaces terroristes. Et ça, ce n'est pas faux, Spiro Maoulé. Il faut faire attention. C'est vrai qu'il y a un paradigme entre liberté fondamentale et lutte contre le terrorisme. Mais je donne un simple exemple. En France, quand il y a eu un attentat, tout juste au lendemain, il y a eu des restrictions sur les libertés publiques, mais qui n'ont pas duré dans le temps, qui ont été vite levées, parce que franchement, dans un État démocratique, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire. On a même dit à un moment donné, oui, on peut même écouter. Mais après, on a dit non, il y a la vie privée qui est l'interdit. Donc, il y a des restrictions, certes, mais ces restrictions ne doivent pas s'installer dans le temps. Lorsque, par exemple, au Togo, on justifie le terrorisme et on en fait une loi, ça voudrait dire que ce n'est pas pour un temps, c'est maintenant le quotidien. Or, est-ce que le phénomène du terrorisme va être quotidien jusqu'à la fin? Non. Ensuite, est-ce que c'est le meilleur remède? Vous voyez, je me suis amusé à voir un peu comment d'autres pays, sous d'autres cieux, essaient de lutter contre le terrorisme, parce qu'eux, ils le vivent déjà. Nous avons la chance, grâce à Dieu, que nous, on n'a pas encore vécu ça. Et on ne souhaite pas que ça arrive. Mais ces pays-là utilisent plutôt deux armes. La sensibilisation et l'adhésion. La sensibilisation, c'est-à-dire qu'il faut trouver le moyen de pouvoir informer à temps réel aussi bien les États que les populations sur les dangers que ça présente. Et l'adhésion, c'est que la population elle-même doit pouvoir savoir qu'il y a un intérêt à se protéger. Et donc la population collabore à travers la société civile, à travers les institutions de l'État pour que les choses marchent bien. Et donc du coup, c'est les seules restrictions, enfin c'est les seuls mécanismes qu'on a prévus dans ces pays-là. Et apparemment, ça marche. Bon, maintenant, nous, on est en train de dire qu'on va interdire les manifestations. Est-ce que c'est les manifestations qui vont être les germes d'un terrorisme? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. D'autant plus que les manifestations sont encadrées. Et quand les manifestations sont encadrées, on a même demandé à ce que les organisateurs soient les premiers à surveiller les manifestations. Et donc, s'ils sont responsables, s'ils sont conscients du terrorisme, eux-mêmes, ils prendront les mesures suffisantes pour qu'un terroriste ne s'introduise pas dedans. Le reste va être géré par la police et la gendarmerie. Donc, on n'a pas besoin d'interdire les manifestations. Bon, maintenant, le plus grand danger, c'est que quand vous sortez une loi comme ça, qui restreint... Alors, j'ai pris l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui a pris 11 mesures à peu près pour voir comment on va lutter contre le terrorisme. Et je me suis amusé à lire, et à la 11e mesure, ce que j'ai constaté, c'est qu'on a demandé la promotion et la protection des droits humains. Et que c'est un facteur important pour lutter contre le terrorisme. Parce que si la population elle-même ne se sent pas en sécurité, les germes du terrorisme, les germes là vont sortir plutôt de cette population. Parce que quand les gens se sentent marginalisés, c'est en ce moment-là que les gens ont des recours comme ça. Et donc, mettons les gens à l'aise. Celui qui manifeste, c'est quelqu'un qui accepte de traduire de façon ostensible ce qu'il a dans le cœur. Mais si vous l'empêchez de faire,
en créant un couloir bizarre pour faire les manifestations, le gars, il préfère réprimer ces aigreurs. Et le jour, ça va exploser. Parce que là, on ne peut pas réglementer les manifestations qui ne sont pas organisées, spontanées. Donc, dans ce cas-là, ça va être quelque chose de terrible. Je voudrais peut-être, on n'en est peut-être pas encore là, mais s'il m'est possible, c'est de demander au chef de l'État de refuser de promulguer ce test-là, de renvoyer carrément le test à une analyse, autre analyse constitutionnelle. Donc, envoyer le test à la Cour constitutionnelle pour qu'on puisse revoir, parce qu'il y a de sérieux problèmes dans ce test. Alors, justement, les inquiétudes qu'évoque ici Spero Maoulé, d'abord, quand on a vu même la manière dont les choses ont été faites, l'opinion n'a pas été informée qu'il y aurait une modification, on a semblé un peu découvrir cela comme si tout était préparé en catimini. Oui, en fait, je partage même ce sentiment. Moi-même, je l'ai exprimé. C'est dans la soirée où on a appris sur les réseaux sociaux qu'il y avait une loi qui était en cours d'adoption au niveau de l'Assemblée nationale, alors que, si je ne me trompe pas, c'est depuis fin avril que le gouvernement a fait envoyer ce projet à l'Assemblée nationale. À partir de ce moment-là... À qui la faute, député ou gouvernement? C'est partagé, parce que normalement, lorsque le gouvernement il prend sur lui à bras le corps ce projet-là, je pense qu'il devrait associer des organisations comme le CACIT, par exemple, le maximum d'organisations de la société civile, ouvrir un débat national sur le sujet, parce que au nom des manifestations, beaucoup de choses se sont passées sur la scène nationale. Donc, et puis, lorsqu'on a aujourd'hui des députés au sein de l'Assemblée nationale qui, quand même s'ils sont en minorité, ceux qui réclament de l'opposition, j'estime que c'est quand même une faute morale de leur part de ne pas avoir fait suffisamment pour en discuter. C'est-à-dire qu'on n'a pas de pareille occasion par le passé assister à des députés qui ont ouvert ce genre de débat sur leur page Facebook et sur les réseaux sociaux. Ils ont donné des numéros sur lesquels les gens pouvaient faire un certain nombre de propositions. Pourquoi cela n'a pas été fait? Est-ce qu'eux-mêmes n'ont pas été un peu surpris par ce projet de loi? Non, d'autant plus que... Parce que moi, j'ai interrogé Jerry Tama la dernière fois, qui disait que si lui, il avait le choix, ce n'est pas ce projet de loi qui est la priorité pour lui. Comme si, finalement, c'est venu tomber devant eux tous. Hein. Non, vous savez, avant l'adoption à l'Assemblée nationale, il y a eu des études en commission. Le député que vous avez cité, il est membre de la commission. Quand bien même vous n'êtes pas membre d'une commission, tout député a le droit d'assister, mais seulement vous n'avez pas voix délibérante. Donc, je pense que c'est quand même une faute morale de leur part de ne pas avoir suffisamment fait pour sensibiliser, pour impliquer, comment dit-on, l'opinion dans ce débat-là. Maintenant, concernant les éléments que M. Spero a évoqués, c'est vrai que c'est une situation... Il faut la prendre aussi sous plusieurs facettes. Il faut la prendre sur plusieurs facettes, d'autant plus que c'est vrai que tout le monde a un droit absolu, mais à partir du moment-là où l'exercice de ce droit-là pénalise considérablement l'économie. C'est vrai qu'on a assisté à pire avec les gilets jaunes en France. Mais nous, au Togo, il y a eu des restrictions. Il y a eu des restrictions, certes, mais quand même, nous sommes des pays sous-développés. Vous avez vu, lorsqu'il y a eu des dégâts ici et là, l'État a mis en place des dotations, a mis en place un certain nombre de mécanismes pour compenser ces choses-là. Les dégâts que les gens ont subis ici, au Togo, dans le cadre des manifestations. Est-ce que vous avez une fois entendu l'État prendre sur lui la responsabilité de compenser ces choses-là? Il y a eu beaucoup de choses. Vous prenez par exemple des déclarations. Et ce n'est pas que je veux politiser le sujet, mais il y a eu des déclarations au moins de 2 personnalités de l'opposition qui ont exprimé à un moment donné qu'il fallait quand même que les manifestations, les marches, puis un temps soit peu faire du mal, que c'était l'objectif. Si le mal n'était pas ressenti, leur objectif ne serait pas atteint. Donc je me pose des questions. L'objectif d'une marche, est-ce que c'est de faire du mal à l'économie, bien de faire entendre ces revendications? Vous avez vu aussi sur les réseaux sociaux certains nombres d'activistes
qui tiennent parfois des propos choquants, où il fallait multiplier les poches entre guillemets de manifestations pour faire déborder les forces de l'ordre, les mettre en situation de stress pour que cela crée une atmosphère pour créer une forme d'insurrection. Le ministre Padoba l'a dit, ils ont pris expérience de ce qui s'est passé dans le temps. Et là où je rejoins M. Spero, c'est-à-dire que si on en arrive à là, c'est qu'il y a un déficit de formation, il y a un déficit de sensibilisation. Nous tous, nous avons failli. Et quand il fallait lever le ton pour dénoncer un certain nombre de choses, un certain nombre de propos, on a tenu un silence que j'estime coupable. Et là, les dégâts sont là. Aujourd'hui, la raison qui a avancé, c'est que l'État prend ses responsabilités. Et là, on est en train d'assumer. Et c'est déplorable. Aussi bien l'État, aussi bien les partis politiques, aussi bien les manifestants. Et que nous avons tous failli à ce devoir qui consistait à sensibiliser, à former. Alors, Spero, si je comprends bien, Zana, Sadio, c'est-à-dire ce sont les manifestants, en tout cas ceux qui, généralement l'opposition, etc., qui ont donné au pouvoir le bâton pour les frapper aujourd'hui. Non, moi, tout en ne rejetant pas en bloc tout ce qu'il a dit, je crois quand même qu'il faut toute proportion garder, dire que l'État, même si certains sont allés dans cette dérive-là, l'État a l'obligation de contrôler d'une autre manière. Il y a toujours une autre manière de contrôler. Parce que n'oublions pas que les manifestations publiques ne sont pas forcément à caractère politique. Il y a parfois des revendications qui sont d'ailleurs, qui peuvent être économiques. D'ordre social d'ailleurs. D'ordre social, souvent. Alors, si un syndicat veut manifester aujourd'hui, mais ça pose un problème, surtout si c'est un syndicat parapublic. Alors, est-ce qu'on préfère que les gens disent, OK, c'est comme ça, nous restons à la maison, personne ne va travailler, ou bien ils préfèrent que les gens aillent porter leurs doléances et qu'on les écoute et qu'on trouve des remèdes. Vous voyez, quand on prend même le problème économique dont on parle là, moi, je n'ai jamais vu la marche aller au grand marché. Il y a toujours eu une façon, parce que les gens savent qu'il faut manger. Est-ce qu'en restreignant, par exemple... Il y a des cons, par exemple. Il y a des cons, oui, c'est vrai. Mais quand on dit, par exemple, c'est de 11h à 18h, est-ce que ce n'est pas plutôt vers 11h que le marché s'anime effectivement? Donc, on n'a rien fait en réalité. Je pense que ce qu'on aurait dû faire, c'est de plutôt, comme il le dit, éduquer ceux qui vont faire les manifestations en les conscientisant, en trouvant l'élément moral important. Leur expliquer, voilà, si vous faites manifestation tous les jours, ça pose problème. Donc, faisons ceci. Même si on revient sur le plan politique, celui qui est dans l'opposition aujourd'hui peut être au pouvoir demain. Et ce qu'il aurait semé en étant dans l'opposition le retrouve au pouvoir. Donc, c'est des arguments qu'on peut toujours utiliser pour corriger les choses. Et maintenant, si le pouvoir sait que les revendications des gens sont des revendications acceptables dans le fond, pourquoi ne pas s'asseoir? Parce que les gens ne se lèvent pas et font en même temps une manifestation. Probablement, il y a eu des dialogues qui n'ont pas marché, il y a eu des négociations qui n'ont pas marché. Alors, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de revisiter notre façon de traiter le problème togolais pour trouver plutôt d'autres solutions que de radicaliser les choses en évoquant des arguments sécuritaires ou économiques, etc., pour réprimer les libertés que nous avons? Parce que, vous prenez, le problème, c'est quoi? Moi, je continue toujours par dire que si vous ne donnez pas la possibilité aux gens de... Quand vous prenez un enfant, vous le tapez et vous lui interdisez de pleurer, mais vous le punissez 2 fois. Au moins, laissez-le extérioriser. On va encore avoir beaucoup de tétraplégiques dans ce pays. Parce que les gens, à force de ne pas extérioriser leur colère, ont des maladies physiologiques, nerveuses. Et les gens, vous voyez, aujourd'hui à Lomé, il y a beaucoup de jeunes qui décèdent. Tout simplement parce qu'il y a trop de rancœur que les gens n'arrivent pas à extérioriser. Les gens se résignent et ce n'est pas bon pour le pays. Et laissons toujours une marge pour que les gens puissent s'exprimer. Et naturellement, comme il le dit, il faut une éducation à la base aussi. Parce qu'il ne s'agit pas d'insulter. Et nous avons des gens qui pensent qu'en bravant les forces de l'ordre, pour qu'ils tapent et qu'il y ait des morts, ça réveille la communauté internationale. Mais celui qui est mort, il est enfant de quelqu'un. Il faut y penser aussi. OK? Aujourd'hui, c'est coutumier, vous allez sur les réseaux, on vous dira, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mais pourquoi celui qui dit ça, pourquoi il ne veut pas être l'œuf qu'on va casser? Mais le pouvoir aussi n'a qu'à faire des couloirs de dialogue
pour que les choses avancent. Parce que c'est ça qui manque au Togo. Parfois, on fait une fausse ouverture. On vous donne l'impression que oui, on vous écoute, mais au fond, on ne vous écoute pas. Et quand vous vous rendez compte qu'on ne vous écoute pas, vous n'avez plus envie d'aller à la table de négociation. Vous avez envie de faire les choses autrement. Je crois que de tous les côtés, il faut qu'on change. Mais cette loi-là, honnêtement, je crois que c'est à classer dans les lois anticonstitutionnelles et à enlever carrément, parce que c'est trop restrictif de la liberté individuelle. Alors finalement, peut-être comme le disait Spero Maoulé dans ses précédents propos, cette manière-là d'encadrer les manifestations aujourd'hui qui donne un peu l'impression comme si finalement on ne voulait plus qu'on manifeste au Togo, est-ce que c'est pas ça qui crée des frustrations qui risquent un jour d'exploser à la figure? Parce que je vous cite Nathaniel Olympio, président du Parti des Togolais, qui dit que le pouvoir redoute les prochaines colères du peuple, alors il le bâillonne en interdisant les manifestations. Oui, c'est-à-dire, on a l'impression que le pouvoir, tel qu'il s'exerce, veut se protéger derrière cette loi pour éviter un certain nombre de débordements. Mais je me demande, est-ce que ce n'est pas légitime de sa part? Je vais donner un exemple. Lorsque vous avez, par exemple, un leader politique qui ne se trouve pas sur la scène internationale, qui se refuse de participer ou bien refuse à ses militants de se faire enrôler, qui refuse de participer à des scrutins, ce qui est son droit, ce qui est un droit reconnu d'ailleurs, de participer ou de ne pas. Mais lorsqu'il tient des propos comme quoi il va faire empêcher la candidature du président de la République, alors que cette candidature aujourd'hui est légale du point de vue de la Constitution. Lorsqu'on tient, bien sûr, en même temps, il a aussi le droit de dire de dire, mais il n'a pas encore dit qu'il va utiliser des moyens non conventionnels. Je vais vous demander quelque chose. Quel est le moyen conventionnel aujourd'hui d'empêcher par tous les moyens, les propos sont très forts, par tous les moyens, quelqu'un qui a le droit, par exemple, de se présenter, qui a ce droit constitutionnel de se présenter. Ça, c'est un point d'interrogation. Et quand, dans le débat public, personne n'ose élever la voix pour dénoncer cela, moi, je me dis d'une manière ou d'une autre, lorsqu'on voit le passé, ce qui a commencé depuis le 17 août 2017 jusqu'au 22 décembre 2019, est-ce qu'on ne peut pas se dire que le pouvoir est dans cette légitimité d'empêcher toute atteinte qui voudrait le renverser par des moyens non constitutionnels? C'est un point d'interrogation. C'est pour dire qu'à un certain moment de l'histoire où nous devrions élever la voix pour dénoncer un certain nombre de choses, on préfère se taire. Et voilà, quand on a une réponse entre guillemets du genre du berger à la bergère, on ne fait que assumer ou subir les sauf que cette réponse-là n'est pas directement adressée à Pierre Tchadam ou au PNP. Voilà. C'est tout le monde. On a Spero évoqué par exemple même les manifestations à caractère social, économique et tout. Tout cela rentre dans la danse. Là. Maintenant, je partage maintenant le point de vue de M. Spero Maoulé dans la mesure où aujourd'hui, on ne dit pas explicitement les zones qui sont considérées comme des zones fortement d'activité économique. Ils n'ont qu'à citer nommément. Là, on sait que c'est général. Ça ne va pas donner lieu à des interprétations subjectives de tel ou tel. On sait que voilà, cette zone-ci, c'est bien déterminé, mais il faut encore des exceptions. Il faut des exceptions. Je vais donner un exemple banal. Et si, par exemple, je suis employé d'une ambassade X, et nous remarquons que sur le plan social, nos revendications sociales ne sont pas respectées, le code du travail n'est pas respecté. Est-ce que nous n'avons pas le droit, nous, en tant qu'employés, de manifester devant la dite ambassade? C'est des préoccupations légitimes et qu'il faut que cette loi-là la prenne en compte. C'est légitime. Lorsque, par exemple, du jour au lendemain, je dis n'importe quoi, et le prix du super kit de 564 à 700,
à 800 par exemple, est-ce qu'il n'y a pas ce besoin légitime d'aller exprimer, comment dit-on, cette forme de pression économique que nos revenus subissent en allant par exemple s'exprimer devant le ministère du Commerce? C'est des exceptions que la loi doit forcément prendre en compte pour que cela ne soit pas considéré comme une loi liberticide, comme le dit M. Spero Maoulé. Alors maintenant, Spero Maoulé, quand on lit quand même tout ce qui a été introduit comme exception, les zones d'exception, manifestation, on se demande, on manifestera où finalement? Il n'y a plus à manifester. C'est clair, il n'y a plus à manifester. Parce que, les chancelleries ne sont pas dans un quartier. Oui. Comme on voit, par exemple, à Accra, il y a une forte concentration quelque part. On voit à Abuja, il y a une forte... Ici, les chancelleries sont éparpillées. Et donc, du coup, une grande partie de la ville n'est plus utilisée. Il y a les camps qui sont un peu partout. La ville est quadrillée. Donc, il y a plus... Finalement, il n'y a qu'au niveau de la mer. Mais même dans ce cas-là, il faut faire attention parce qu'il y a l'ambassade de France qui n'est pas loin, il y a plein de choses. Donc, finalement, c'est une façon de dire simplement qu'il n'y a plus de manifestations publiques au Togo. Et ça, c'est un problème. Ou alors, on prend soin, si c'est les craintes exprimées, c'est plutôt les mouvements politiques, disons qu'ils le disent clairement que c'est pour les mouvements politiques qu'il y a cette interdiction-là. Vous voyez, nous, je me rappelle une année, le CACIT, parce qu'on a déposé des plaintes qui n'ont pas été instruites. Et à un moment donné, les victimes se plaignaient, on a voulu voir le ministre de la Justice. Bon, maintenant, dans la condition actuelle, on nous dit d'aller faire les manifestations là où il n'y a pas d'institution de la République. On ira où? Le ministre de la Justice est quelque part et nous, on va aller parler quelque part. Ça n'a pas de sens. Même chose avec le personnel d'une ambassade ou le personnel d'une institution de l'État même. D'un ministère. D'un ministère. Les gens ont des problèmes de salaire et les gens veulent revendiquer. Donc, ils doivent quitter leur bureau, quitter leur ministère et aller dans un coin où il n'y a pas. Mais je crois qu'il y a... même dans ce pays des étudiants qui ont manifesté pour aboutir devant le ministère de l'Enseignement supérieur. Et on a dit non. On a dit non. Donc, du coup, cette loi-là, en l'état, signifie tout simplement qu'il n'y a plus de manifestation, aussi bien à caractère politique, socio-économique, culturel, il n'y a aucune manifestation publique à faire au Togo. On a dit ça ne peut être que de 11h à 18h. Mais si notre manifestation, la personne doit voyager et qu'on veut voir et faire une motion à la personne et que la personne doit partir à 11h, donc on ne peut plus faire la motion. Il y a tellement de contraintes que je me plains, je souhaite encore que le chef de l'État n'ait pas eu à voir ce test-là et qu'il peut encore exercer son pouvoir de garant de la Constitution pour envoyer ce test-là à la Cour constitutionnelle pour une autre étude ou une autre analyse, mais il ne doit pas faire la promulgation de ce test-là. Alors, oui, encore une fois, M. Spero Maoulé a tout à l'heure manifesté, bien exprimé une préoccupation que je ressens aussi. C'est notamment la tranche d'horaire. 11h, 18h. 11h à 18h, je me dis, c'est là où on voit qu'il était nécessaire vraiment d'ouvrir un débat national sur le sujet. C'est-à-dire, c'est vrai qu'ils ont des explications, mais est-ce que ces explications sont partagées? Et il paraît, je dis il paraît parce que dans ce qui était proposé au départ, c'était 13h, 17h. Effectivement, c'était 2 heures de manifestation publique. Effectivement, moi j'ai le projet que le gouvernement a transmis, mais aujourd'hui, c'est ce que je déplore aussi. On n'a nulle part où trouver la version qui vient d'être adoptée. Je remarque que le gouvernement n'ouvre pas un débat avant d'élaborer ce texte, il envoie à l'Assemblée nationale, c'est adopté. Je ne vois aucun député de la majorité aller sur les médias, mais par contre, je vois que c'est soit le groupe parlementaire UFC, soit le groupe parlementaire NET-PDP via leur président qui monte au créneau, alors qu'ils n'ont pas la majorité qualifiée pour faire passer un seul test. Donc, je me demande, c'est-à-dire, je ne comprends pas un peu la logique des choses. Donc, comme vient de le dire M. Spero Maoulé, il faut vraiment qu'un débat suffisamment national soit ouvert avant que le président de la République ne puisse promulguer ce test-là. Parce qu'il y a des zones d'incompréhension qui sont légitimes. Pourquoi de 11h à 18h? Pourquoi pas de 7h à 9h? Oui, parce que peut-être, je me dis peut-être qu'ils se disent, bon, le temps que les gens n'aillent à leur lieu de travail, sauf qu'il y a aussi certains qui commencent leur boulot à partir de 11h. Et
voilà, pour une raison ou pour une autre. Donc, il faut quand même que le minimum de débat soit ouvert. Il faut que l'opinion soit respectée. J'ai l'impression que dans cette obscurité où les choses se sont faites, on n'a pas voulu ouvrir le débat sur la question. Pour quelle raison il faut aller chercher à savoir. Alors, je voudrais quand même dire, quand il a dit tout à l'heure que c'est les leaders de l'opposition parlementaire qui montent au créneau, je crois que c'est l'occasion encore de demander à ces leaders-là de faire envoyer le test à la Cour constitutionnelle pour demander l'inconstitutionnalité de ce test-là. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Par exemple, en France, on voit sur un certain nombre de tests, le Conseil d'État s'invite dans le jeu pour déclarer s'il est inconstitutionnel ou pas. Est-ce que vous pensez que la Cour constitutionnelle togolaise peut servir de rempart en cette matière? Moi, j'ai l'habitude d'avoir toujours confiance dans le courage des gens, dans l'intégrité des gens. Les gens de la Cour constitutionnelle, je suppose qu'ils savent leur job et qu'ils peuvent savoir s'ils doivent faire une autosaisine dans ce cas précis ou alors s'ils doivent attendre que ce soit les parlementaires qui les saisissent ou que ce soit une association, etc. Nous, le test est sorti une nuit. On n'a pas encore la version et on n'a pas encore d'éléments de travail. Mais nous, c'est clair que quand on va l'étudier, on verra s'il y a possibilité pour nous de traduire ce test-là devant ou les instances judiciaires du Togo, ou devant les instances, pour que l'histoire retienne quand même que nous avons émis des réserves sur ce test-là, qui est contraire aux libertés fondamentales. La Constitution est claire, il faut la liberté de manifestation. Mais avec les restrictions posées là, apparemment, il n'y a plus de manifestation publique. Et donc, dans ce cas-là, il y a un problème. Et donc, il faut pouvoir ou enlever les zones qui posent problème dans le test, ou carrément reléguer la modification à plus tard, le temps d'ouvrir un dialogue national. Parce que c'est des questions d'ordre national. Donc, ouvrir un dialogue national où tous les acteurs peuvent parler, où toute la population a les moyens de s'exprimer, puis après on fera le test. Parce que le test, c'est d'abord pour qui? C'est pour la population. Ce n'est pas un test pour le ministre. Donc, ouvrez les tests vers la population pour que la population réagisse à ce test-là. La Cour constitutionnelle comme rempart? Non, moi, comme il l'a dit, il faut quand même un minimum d'égard et de respect pour nos institutions. Et depuis le début de l'année d'ailleurs, que ce soit la Cour constitutionnelle, la Cour suprême et la justice en général, ils ont montré quand même des signaux qu'ils étaient suffisamment indépendants et professionnels dans leur de toute façon, avant promulgation, le chef de l'État doit faire recours à la Cour constitutionnelle, je pense. Pas forcément. Pour ce cas-là, il n'est pas obligé de le faire. Mais par contre, moi, je ne pense pas qu'il faille aller loin jusque vers la Cour constitutionnelle. Ça, c'est un cas extrême. J'estime quand même que il est nécessaire de clarifier des zones d'ombre. Comme il a dit, il faut que quand même des exceptions soient introduites dans le test. Il faut rassurer un certain nombre de personnes pour que cela ne crée pas aujourd'hui d'autres sources de frustration qui sont à la base de la radicalisation. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une certaine partie de l'opposition qui, pour des raisons ou pour autre chose, ont décidé de ne pas aller aux élections législatives et donc ils sont exclus du débat parlementaire, mais qui sont présents et très présents sur la scène politique. Je me demande, est-ce que ce débat-là a été ouvert à l'ensemble des acteurs politiques? Est-ce que ce débat-là a été ouvert aux acteurs de la société civile? Ce qui est sûr, non. Parce que si ça l'avait été, on l'aurait su. Voilà. Donc maintenant, si on est dans un État où des lois vont être votées uniquement au sein d'une Assemblée nationale avec un gouvernement qui ne communique pas, avec des sensibilités parlementaires qui ne communiquent pas, et quand c'est adopté, ils viennent l'expliquer sur les médias. Je dis non et non. C'est le débat démocratique ne se passe pas ainsi. Ce n'est pas quand c'est voté qu'on vient nous l'expliquer. C'est quand c'est en cours que l'on l'explique, les uns et les autres font leur ajout, leur rapport pour que les choses évoluent. C'est comme ça la démocratie, à mon avis. Alors maintenant, par rapport, si on se met dans la posture du gouvernement qui aujourd'hui est face à des menaces d'un nouveau genre et qu'il faut forcément trouver le moyen d'éviter qu'un certain nombre de choses ne se produisent. Si demain, et personne ne le souhaite pour notre pays, Dieu nous en garde, quelque chose arrivait, on serait les premiers
premier a dit que le gouvernement aurait dû être dans la prévention. Mais le gouvernement est dans la prévention, déjà. Moi, ça fait une semaine que je remarque que dans ces quartiers, il y a toujours un gendarme ou un policier quelque part et qui est... Est-ce qu'il est bien outillé? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est là. Je sais également que le pays a beaucoup de camps. Et donc, je pense, et le ministre de la Sécurité l'a affirmé plusieurs fois, que le système de protection civile est au point. Et donc, j'ose les croire. Je veux déjà les croire et leur faire confiance. Mais on sent quand même qu'à leur niveau, il y a aussi des craintes parce que hier seulement, ils ont mis en place, j'oublie déjà le nom qu'ils donnent à ça, c'est en tout cas un truc... la loi sur la sécurité intérieure. Non, du genre, pour un groupe là, une cellule de prévention de la radicalisation. Oui. Et il y a même déjà des zones qui sont classées rouges, notamment dans l'extrême nord, frontière avec le Burkina. Oui, bon, il y a ça. Mais est-ce que c'est les manifestations publiques qui vont générer Au moins, s'il y en a moins, ça met les forces de sécurité et de défense à disposition. Si on veut en avoir moins, la solution elle est très simple. La première chose, c'est que quand les gens veulent manifester, c'est pour une raison. Mais écoutez-les, partagez la raison, discutez. Si ce n'est toujours pas possible, alors demandez au moins que les manifestations ne soient pas sur toute la semaine et que les gens vont pouvoir comprendre. En dehors des manifestations politiques, il n'y a pas trop de manifestations au Togo. Et donc, le problème politique, moi je l'ai dit depuis, que le problème politique du Togo ne va pas être résolu ni par les élections, ni par les refus des élections, mais que ça doit être un dialogue constant qui doit se faire sous l'égide du chef de l'État. Mais ça n'a plus été fait. Parfois, on lance, mais le chef d'État lui-même ne participe pas. Il a peut-être raison, parce que certains parmi l'opposition n'ont pas le langage assez courtois pour discuter avec lui. C'est vrai, mais il est obligé de se dépasser et accepter d'aller discuter et trouver de vraies solutions pour le Togo. On a proposé plein de choses, mais dès que l'opposition prend, on balaye de revers parce que c'est le pouvoir qui a proposé, quand c'est le vice-versa. Et je crois que jusque-là, on est toujours en train de tourner en rond. Notre problème dépasse une trentaine d'années maintenant. Et donc, ce n'est pas en refusant les manifestations publiques qu'on aurait trouvé des solutions sécuritaires ni économiques. Mais il vaut mieux aller au-delà et trouver des solutions appropriées. La légalité voudrait que le chef de l'État puisse être encore candidat. Mais est-ce que ce serait l'idéal pour nous? Ça, c'est un autre problème. Est-ce que la légitimité voudrait? Ça, c'est un autre problème. Est-ce que ce serait bon? C'est un autre problème. Mais ces débats-là n'ont rien à voir avec les manifestations publiques. Si c'est quelqu'un, un opposant, un politicien qui crie et qui demande à faire quelque chose, mais il y a le mécanisme juridique et judiciaire qui est prévu pour voir comment on peut pouvoir gérer sa situation. Et donc, on ne va pas priver toute une population parce qu'il y a des gens qui ont des velléités qui ne sont pas, qui sont pas orthodoxes, comme on peut le dire. Alors, en tout cas, des indiscrétions nous ont laissé comprendre que au moment de l'adoption du texte, le ministre de l'administration territoriale, Père Doua Boukessi, faisait l'aller-retour entre présidence et Assemblée nationale. Donc, on est très sûr que la présidence est au fait de ce qui a été fait. Alors, finalement, c'est quoi le dernier recours? C'est le chef de l'État qui doit dire, attention, les réactions qui reviennent depuis l'adoption ne sont pas positives. Donc, je sursois à promulguer et je renvoie en relecture. Ou bien, qu'est-ce qui doit se faire maintenant? La question que je vais vous poser, est-ce que c'est seulement les partis ou bien les partis qui sont représentés à l'opposition, à l'Assemblée nationale qui constituent le tissu social au Togo? Il n'y a pas que eux. Par exemple, il y a des gens qui, entre guillemets, n'ont jamais affiché d'appartenance politique et donc qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale et qui ont quand même un mot à dire aujourd'hui. Est-ce que c'est cet aller-retour entre l'Assemblée nationale et la présidence qui est garant de la prise en compte des opinions de tous? Non, il faut un aller-retour entre le Parlement, la présidence, vers la société civile, vers les autres composantes de la nation, vers les autres partis extra-parlementaires. Est-ce qu'il y a cet aller-retour? Vous pouvez me dire oui, mais pour revenir au dit de M. Spero Maoulé, il faut quand même reconnaître qu'il n'y a pas que des éléments négatifs dans cette loi. Et si je m'en tiens au projet initial du gouvernement, que le gouvernement a transmis, il y a cet article qui responsabilise aussi les organisateurs
par rapport aux dégâts, aussi bien les casseurs que les responsables, les organisateurs sont responsables. Donc, je pense que le gouvernement aurait dû plus miser sur cette responsabilité-là. Vous organisez des marches, vous êtes libre, mais sachez que vous êtes autant responsable que les casseurs de ce qui va se passer comme dégradation. Oui, mais sauf que ça, là même, ça pose un problème. Parce que normalement, quand on organise, et ça, c'était bien visible dans l'ancienne loi, est responsable d'un dégât matériel celui qui l'a causé. Parce que même ce test-là, c'est une porte ouverte à des dérives. On suppose que moi, j'organise et que toi, tu ne veux pas que j'organise. Il suffit que tu envoies quelqu'un casser. On va me demander de protéger, mais est-ce que j'ai toutes les ressources pour protéger? C'est pour ça qu'il y a les forces de l'ordre. Donc, celui qui a cassé, au moins, lui, il est responsable. Et celui qui l'a envoyé casser, il est aussi responsable. Je crois que ça aurait été réglé. Enfin, la petite chose que je voulais dire par rapport à la première question, c'est que j'ai vu, par exemple, au Togo, ici, le test sur la CNDH, qui est passé à l'Assemblée. La loi organique. La loi organique, qui est passée à l'Assemblée, mais qui avait un problème important. Parce que ça ne correspondait pas au principe de Paris. Et rapidement, ça n'a jamais été promulgué. On a corrigé, c'est revenu, c'est passé et c'est bon. Je crois que c'est encore possible pour ce test-là aussi. Nous ne prenons pas simplement en compte les problèmes politiques, mais prenons en compte tous les problèmes qui peuvent arriver. Nos confrères de MMLK ont voulu faire une manifestation devant le stade de Kégué pour exiger la démission du sélectionneur togolais. Et ils n'ont pas pu ça. Aujourd'hui, ce n'est même plus possible. Alors, comment on va revendiquer des choses désormais? On n'a plus l'outil de manifestation. On écrit, on n'a pas de réponse. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est une manifestation spontanée. Or, la manifestation spontanée n'est jamais organisée. Sinon, ce n'est plus spontané. Et donc, du coup, les gens vont rester chez eux à mûrir les rancœurs, les rancunes. Et quand il n'y aurait pas l'adhésion populaire, je crois que ça entraîne la radicalisation. Et c'est plutôt ça qu'il faut éviter. Et donc, je lance encore une fois l'appel à ce que le chef de l'État ne promulgue pas, mais qu'on passe à une autre lecture de ce document. Alors maintenant, entre la date d'adoption par le Parlement et la promulgation, il y a quand même un certain nombre de jours. Pour vous, OSC, est-ce que vous allez profiter de ce temps-là pour des lobbying, par exemple, avec le ministre de l'Administration territoriale? J'espère que les autorités du Togo suivent les informations sur New York, parce que je suis en train de faire déjà le plaidoyer. Ça fait 2 fois que j'ai demandé au chef de l'État. Non, en fait, je crois que légalement, on n'a que 15 jours. Mais jusqu'à aujourd'hui, je crois que le test est sorti le mercredi. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore vu le test. Oui. Et on ne peut pas agir sur ce qui n'existe pas. Et donc, on est en week-end aujourd'hui. Bientôt, la semaine va revenir. Je ne sais pas si matériellement on aura le temps de réagir positivement. Nous, on va forcément faire sortir un document qui sera porté évidemment à l'attention des autorités. Mais s'ils nous écoutent aujourd'hui, qu'ils prennent sur eux ce que nous sommes en train de dire comme étant une demande, une doléance, un plaidoyer. S'ils veulent même considérer que c'est une supplication, oui, il n'y a pas de problème pour moi. Je n'ai pas de honte à supplier. Mais dans l'intérêt supérieur du pays, ce test-là ne doit pas passer en l'état. Même sentiment? Oui, vous avez parlé du ministre de l'Administration. Bon, déjà, ça lui échappe déjà. Maintenant, c'est entre l'Assemblée nationale qui doit envoyer le test à la présidence dans les 48 heures suivant son adoption, qui, président de la République, va prendre les 15 jours pour sa promulgation. Donc, les chances pour que cela n'aboutisse pas sont très minces. Peut-être si le chef de l'État n'est pas obligé de le faire pour ce cas-là, mais s'il juge important de le retourner à la Cour constitutionnelle pour qu'il fasse un certain nombre d'observations avant sa promulgation, oui. Donc c'est là où cela peut se jouer. Donc ce qui serait nécessaire ou bien judicieux de faire, parce que déjà la coalition des 14 partis a sorti un communiqué à cet effet, il faut que le chef de l'État retourne vers la Cour constitutionnelle. Et à partir de ce moment-là, un certain nombre d'éléments peuvent être pris en compte. Moi, je souhaite sincèrement que des clarifications soient faites, des ajouts pour lever un certain nombre d'équivoques qui peuvent laisser là. Parce que c'est lorsqu'il y a un flou
où la subjectivité essaie de créer des choses. Donc, il faut qu'un certain nombre de choses soient vraiment explicitées. Voilà, il y a des exceptions, certes, mais cela ne s'applique pas à tel cas. Je pense que cette, comment dit-on, cette clairvoyance est nécessaire pour ne pas remettre en question les libertés de manifestation, les libertés qui sont des libertés d'ailleurs constitutionnelles. Ouais. Justement, on sait que le président de la République, il est très compétent, oui, mais il n'est pas juriste. Est-ce qu'il n'est pas important, quand on a des tests qui restreignent des libertés fondamentales, qu'il consulte la Cour constitutionnelle d'abord? Non, il n'est pas. Le chef de l'État n'a pas besoin d'être juriste, n'a pas besoin d'être économiste. Il a un cabinet pour cela. Il a un cabinet. Et le cabinet, je peux affirmer que le cabinet fonctionne beaucoup. Et donc, en principe, comme c'est un test qui émane du gouvernement, je crois qu'a priori, il a l'information et il a donné son OK. Mais c'est des choses qui arrivent. Vous pouvez le faire parce qu'on lui présente, on lui fait forcément un briefing pour lui dire voilà ce que nous voulons atteindre comme objectif. Est-ce que tu es d'accord? Voilà les moyens, etc. Et il avise. Bon, maintenant, il y a des choses qui peuvent lui échapper. Il est un être humain, c'est tout à fait ça. Bon, maintenant qu'on est en train de sortir nos argumentaires pour montrer en quoi ce test n'est pas bon, même celui qui a initié le test peut se rendre compte qu'en réalité, oui, il n'a pas vu tous les aspects. Et donc, il peut demander, parce qu'on va lui demander, et donc il peut accepter qu'on fasse une retouche à ce test-là. Mais dans tous les cas, ce ne serait pas une bonne chose si ce test-là passe. Vous voyez, le Togo, aujourd'hui, est au comité des droits humains. Et donc, le Togo doit être un modèle des droits humains. On ne va pas restreindre tout le temps les libertés fondamentales. Nous, on a posé nos problèmes par rapport à ce test-là. Je ne suis même pas sûr que ces problèmes-là ont été pris en compte pour donner un peu plus de marge aux gens pour revendiquer. Est-ce que les thèmes qui sont les mots répétitifs qui sont dedans et qui donnaient interprétation ambiguë, est-ce que ça a été corrigé? Est-ce qu'il y a plein de choses qu'on a dû mettre dans le test? On ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est ce qui est sorti officiellement pour dire qu'on ne fait pas marche pendant ceci, et qui nous montre que finalement, il n'y a plus de manifestations publiques au Togo, sauf peut-être les manifestations à caractère religieux, parce que je vois mal comment on peut interdire les chemins de croix ou les veillées, tout ça là. Bon, maintenant, et encore, si on ne le dit pas, ça veut dire que vous ne pouvez plus faire de croisade de prière au-delà de 18 heures. Donc, je vois que ça... Si on veut faire une interprétation extensive de cette loi-là, il y a beaucoup de choses qui vont poser problème. Donc, je crois que le plus sage, dans l'intérêt de nous tous, c'est qu'on revoie ce test-là. D'accord, on va aller à la pause maintenant. On regarde ensemble le journal et puis on se retrouve dans une dizaine de minutes pour la seconde partie.